RCF. Vous écoutez la viticulture en question, l'émission qui vous plonge au cœur de la vigne. Présentée par Hubert Cartel. Chaque semaine, cultivons ensemble l'avenir de nos terroirs. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission La viticulture en question avec notre invité Bertrand Trépeau. Bonjour Bertrand. Bonjour Hubert, bonjour à toutes et à tous. Bertrand, une question d'actualité là qui nous a occupé très largement ces derniers temps, ce sont les élections américaines. Et les élections américaines, quand on parle de l'économie de la Champagne, on ne peut pas être complètement indifférent à ce qui se passe. Et notamment avec l'élection de Donald Trump, j'imagine que le monde du champagne se pose beaucoup de questions. Alors, les questions, on va essayer de cadrer tout ça. Quelle est l'importance du marché américain par rapport au marché du champagne? Et ayant précisé ces données-là, quelles sont les conséquences qu'on peut imaginer? Voilà à peu près la structure de la question qui est posée ce matin à un spécialiste de l'économie viticole champenoise. Alors Bertrand. Alors les États-Unis, c'est un marché très très important pour le champagne. Ça a représenté en 2023 à peu près 27 millions de bouteilles. Sur un total de combien ? En 2023, on avait vendu 300 millions de bouteilles. Il faut savoir qu'on est monté aux États-Unis jusqu'à 34 millions de bouteilles en 2021. Oui, j'avais gardé ce souvenir-là, de plus de 30 millions de bouteilles. C'était l'année record, mais ce qui est intéressant aussi sur ce marché, c'est la valorisation, parce que on arrive à placer un prix de vente moyen et des cuvées plus haut de gamme aux États-Unis comme on le fait dans peu de marchés. Il y a que le Japon qui arrive à faire mieux. Il faut se souvenir quand même que les États-Unis, ce sont 335 millions d'habitants. C'est un PIB par habitant qui est loin devant celui de la France. On est à peu près 60 000 $ par habitant, alors qu'en France, le PIB moyen est de 43 000 $. Donc on voit que le niveau de vie est pas le même. Mais attention, c'est une moyenne. Ah, c'est une moyenne. Faut toujours se méfier des moyennes. Parce que la moyenne cache des grandes disparités quelquefois, et c'est sans doute le cas aux États-Unis quand on entend que 60% des Américains n'ont pas 1 000 $ de côté en termes d'économie pour faire face aux difficultés. Tout à fait. 60%. Donc le marché, il est plutôt réservé à la classe moyenne haute, et qui est quand même nombreuse, et qui est prêt à payer une bouteille de champagne en prix moyen aux États-Unis. À la vente, on est en combien de dollars la bouteille ? En général, on est sur des positionnements prix entre 30-40 $ pour une bouteille de champagne. 30-40 $, donc c'est quand même en euros, ça fait presque 30-40 € la bouteille. Oui. Donc c'est des bouteilles qui sont extrêmement bien valorisées. Qui sont les acteurs principaux expéditeurs ? Ce sont les grandes maisons. En fait, si on prend les 20 premières marques qui sont vendues aux États-Unis, qui appartiennent toutes au négoce, on a 94% du marché. Donc c'est assez écrasant le poids qu'elle représente, et la marque la plus vendue aux États-Unis. C'est pas la marque numéro 1 du champagne en général, c'est pas Moët & Chandon, c'est Veuve Clicquot. Veuve Clicquot, mais qui est dans le groupe LVMH. Qui est dans le même groupe. Donc c'est quand même la même maison qui réussit à percer avec sans doute un positionnement de cette marque qui a été décidé par la grande maison. Et la part des récoltants manipulants ? Justement, vous voyez que quand on prend déjà ces marques de négoce, il reste 6%. Il reste 6%. Donc la part des manipulants, sachant qu'il y a encore les coopératives et d'autres grandes marques, elle est aux alentours de 2-3%. Il y a une marge de progression aux États-Unis qui est très importante. Oui, mais c'est 2-3% de 30 millions de bouteilles. C'est ça. Donc ça fait quand même un certain nombre de bouteilles ramenées à l'échelle d'un récoltant manipulant. Donc voilà à peu près le positionnement. C'est le marché numéro 1 pour la Champagne à l'export. C'est devenu le marché numéro 1, sachant que aujourd'hui c'est surtout un marché qui reste celui avec le plus grand potentiel. Juste 2 raisons là-dessus. Les États-Unis sont un des rares marchés développés, des pays développés dans lesquels la consommation de vin progresse. En général, on a une consommation de vin qui stagne ou qui diminue lentement, comme la consommation d'alcool. Aux États-Unis, la consommation de vin progresse. Et au sein des alcools, le vin représente encore très peu aux États-Unis. C'est 7% des alcools vendus, le vin. Seulement 7%. Et c'est plutôt en développement. L'alcool ne fait pas peur. C'est un pays où on serait plus consommateur d'alcool que dans d'autres.
Alors, il y a la possibilité déjà... de plus en plus, je veux dire. L'alcool se porte assez bien, mais surtout le vin a une marge de progression parmi les alcools. Je prends un indicateur qu'on a pu tous voir à travers les séries américaines. Ce sont quand même les seules productions à la télévision où vous voyez les personnages se servir d'immenses verres de vin en attendant leurs amis ou pendant un dîner. À tout moment de la journée et de la nuit, effectivement, ça fait partie d'une forme de standing, quelque part. Et donc, quand Donald Trump, droit dans les yeux, face à son public dans les meetings, dit « J'ai gagné la guerre contre la France », et Monsieur Macron a perdu la guerre que j'avais déclarée contre lui. Et il parle pas d'une guerre avec des bombes et des missiles, il parle d'une guerre commerciale. Et c'est vrai que on a connu sous sa présidence des menaces très importantes sur les droits de douane, jusqu'à 100%. Alors là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il annonce là ? Alors, pendant le premier mandat, il y avait eu des taxes de 25% sur les vins français, sachant que ces taxes, dans un premier temps, elles avaient un périmètre qui a un peu évolué et elles n'ont jamais concerné le champagne. C'était une chance, on était hors de ce... Le champagne n'a pas été considéré comme des alcools. Par contre, le cognac avait été visé. Exactement. Et ni même comme un vin. Et là, il revient à la charge en disant on va remettre tout ça en place, on fera même plus fort. Enfin, je crois que c'était un peu le thème de sa campagne. C'était celui de la... America First. De la vengeance, on va aller plus loin, plus fort, plus haut, dans tous les domaines, jusque dans les taxes. La France n'a pas été l'unique pays visé, bien s'en faut. L'ennemi désigné pendant toute la campagne a été la Chine. Et tout le monde en prenait pour son grade, si je puis me permettre. Mais ce qui est intéressant dans le profil de Trump, c'est que c'est l'occasion de rappeler qu'on a un vigneron qui est rentré à la Maison-Blanche, qui revient à la Maison-Blanche. Monsieur Trump serait vigneron ? Puisqu'il a acheté en 2011... Je croyais qu'il jouait au golf essentiellement. Il fait plein de choses, cet homme-là. Oui. Il a acheté en 2011 un domaine en Virginie. Alors, le nom est assez facile, c'est la Trump Winery. Oui, comme les Trump Towers. On sait que son nom de famille est devenu une marque. Et il a passé la main à son fils, à Eric Trump, qui a pris le relais sur la gestion de ce domaine. C'est quand même le domaine viticole le plus important de Virginie. C'est 112 hectares de vignes. Et c'est un domaine qui produit notamment des vins effervescents, mais des vins tranquilles également. C'est juste un point intéressant parce que, en fait, chez Trump, il y a toujours une logique assez familiale, assez business, et donc on peut partir du principe que le monde du vin, il lui est pas complètement étranger. Il a mis au moins un pied dedans, si je puis me permettre. Et il y a un de ses fils qui, aujourd'hui, a repris le flambeau là-dessus. Donc, il menace beaucoup. Aujourd'hui, en France, on est inquiet, bien entendu, de ces rétorsions qui pourraient arriver. On va mettre en parallèle avec ce qu'on vit déjà à Cognac avec la Chine, puisque la Chine a décidé, à cause de taxes de l'Europe sur les voitures électriques, de s'en prendre à travers des règles d'anti-dumping, mais tout ça, ce sont des faux nez pour en fait faire augmenter les taxes et faire peser une pression sur les exportations de cognac. Et donc on voit bien que l'ère du multilatéralisme, des accords commerciaux pour essayer de trouver un modus operandi pour que les produits des uns puissent être achetés par les autres, on a un peu changé d'époque. Tout le monde se menace à grand renfort de taxes, de procédures. Oui, c'est la fin de l'Organisation mondiale du commerce qui est complètement démantelée aujourd'hui. C'est un cap difficile en tout cas. Et on voit bien que l'électorat est assez sensible à ce type de promesses. Aussi vrai qu'en France, nos agriculteurs ne veulent plus du Mercosur et que surtout ça n'aille pas jusqu'au bout, eh bien on a des Américains qui applaudissent des deux mains et mettent un bulletin dans une urne quand on leur promet des droits de douane. Alors quand même, même si Eric Trump, le fils de Donald, est aujourd'hui vigneron en Virginie et qu'il produit quelques vins à bulles, il est clair que chez les cavistes américains, là où les Américains de la classe moyenne haute viennent acheter leur vin, il y a à peine 10% de vins américains dans les magasins de vins américains. Alors les États-Unis, c'est quand même 420 000 hectares de vignes. Oui, mais à la dimension d'un pays où il y a 320 millions d'habitants, c'est quand même pas énorme. Et où on boit peu de vin. Souvenez-vous ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, leur production interne, qui n'est pas du tout exportée. En fait, ils savent qu'ils sont forts sur le vin, parce que les vins américains ne s'exportent pas. Ils sont vendus aux États-Unis. Donc, quand ils prennent une mesure protectionniste sur le vin, ils défendent leur viticulture. Bien sûr. Ils protègent. Et ils développent le vignoble de Eric Trump. Et ils n'ont rien à perdre sur l'export, puisque de toute façon, leurs vins ne partent pas à l'export. Oui, mais le commerce, c'est souvent donnant-donnant en prenant un éventail de produits. Donc, on peut échanger des rafales contre je sais pas quoi et tout se passe comme ceci. Bon, en tout état de cause,
aujourd'hui, chez les commerçants distributeurs de vin aux États-Unis, la part des vins américains, on l'a entendu auprès de gens qui s'inquiétaient, c'est à peine 10%. Oui, donc il y a 90% dans les rayons de vins venant de l'étranger. Alors, donc ça, c'est la menace. Alors, on ne sait pas trop, puisqu'il va falloir attendre la mi-janvier pour savoir comment tout ça va se mettre en œuvre, avec quand même une puissance qui n'a jamais été à ce point, puisque Donald Trump va avoir tous les pouvoirs, de la Cour suprême jusqu'au Congrès, en passant par le gouvernement fédéral, et on peut penser que ce qu'il aura décidé se mettra en œuvre assez facilement. Et c'est là qu'il y a l'inquiétude. Quelles conséquences sur le vignoble champenois ? Alors, pour le vignoble, c'est de se retrouver à un moment où on est dans un cycle plutôt baissier. On a eu l'occasion d'en parler lors d'une précédente émission, de se retrouver pénalisé sur les perspectives commerciales de son premier marché à l'export, que sont les États-Unis, et sur lequel jusqu'à présent il y avait de belles valorisations. Et bien entendu, pour essayer de maintenir des positions et des volumes, il va falloir faire des efforts commerciaux, il va falloir dégrader cette valeur pour essayer de sauver. Donc par exemple, Veuve Clicquot, je suppose qu'ils sont inquiets, puisque c'est la marque la plus consommée parmi les 20 plus grandes marques. Tout à fait. Que va faire Veuve Clicquot ? Sortir du marché américain, baisser les prix sur le marché américain, baisser sa marge, vous me dites ? C'est un arbitrage, parce que baisser les prix, c'est très dur de faire machine arrière. Il faut voir si on peut remplacer les volumes aux États-Unis par d'autres marchés en croissance, mais vu la dépendance de certains opérateurs au marché américain, il n'y aura pas beaucoup de plan B. Donc ensuite, c'est qu'est-ce que je suis prêt à faire comme effort immédiat qui va me coûter de la valeur. Une des offres, par exemple, pour vous prendre très concrètement comment tout ça se produit, si vous faites une ristourne et que vous dites aux personnes, bon, je vous fais moins 20, moins 30%, ça veut dire que le produit était potentiellement 20 ou 30% trop cher. Si par contre vous dites, pour 2 bouteilles achetées, je t'offre la 3e, je ne dégrade pas le prix facial de ma bouteille, je fais juste une opération volumique en plus. Tout ça, c'est du concret dans la vie du commerce pour essayer de maintenir la valeur qui a été construite depuis le Covid, dont la plupart des opérateurs sont quand même très fiers d'arriver à mieux valoriser le champagne. Mais en ce moment, il y a une problématique de volume qui s'impose. En toutes états de cause, le prix dans la boutique américaine, chez le caviste américain, il risque d'augmenter de 25% si l'expéditeur ne veut pas réduire sa marge, et 25% d'augmentation de prix sur un produit, même si on est de la classe moyenne américaine haute, on y regarde. Et ça peut effectivement se traduire par des baisses de volume. Et je vous rappelle juste un point, parce que c'est suffisamment rare pour le préciser, il y a du champagne américain, ça existe encore. On n'a pas réussi à défendre pleinement l'appellation champagne aux États-Unis. Donc, America First va aussi s'appliquer au champagne, et il faut en avoir conscience. Bon, merci beaucoup Bertrand, à très bientôt sur RCF.